Bonjour Madame Morin-Desailly. Alors nous sommes Bonjour. heureux de vous accueillir. Vous êtes sénatrice de Seine-Maritime, mais vous êtes aussi l'une des sénatrices qui est déposée auprès du Sénat un certain nombre de projets de loi concernant le numérique. Donc nous profitons de cette réunion pour vous interroger et recueillir votre avis. J'ai déposé des propositions de résolution européenne. J'ai écrit de très nombreux rapports depuis 2013 pour décrypter le monde numérique dans lequel nous étions entrés, qui, pour sa législation, dépend essentiellement de l'Europe. Donc, les propositions de résolution européenne, c'est en réalité envoyer à Bruxelles des avis politiques, des propositions en effet de rédaction législative pour la régulation du numérique. Alors, première question qu'on souhaite vous poser, c'est en quoi récemment, dans le domaine du numérique, les institutions européennes ont été source de progrès pour nos citoyens? Après de très nombreuses années d'inaction, je tiens à le dire, l'Europe, grâce à l'impulsion de Thierry Breton, il faut aussi le saluer, notre commissaire européen chargé de la régulation du secteur, s'est emparé de cette question de la régulation du numérique enfin. Quand je disais qu'au Sénat, nous avions travaillé sur ces sujets, depuis 2013, où j'avais commis un rapport l'Union européenne, colonie du monde numérique, point d'interrogation, nous ne cessions d'alerter sur la nécessité de la réouverture d'une directive qui s'appelle la directive e-commerce du début des années 2000 et qui ne configurait absolument aucune responsabilité aux plateformes dont on sait qu'elles sont partout et qu'elles sont très puissantes. Et enfin, parce que aussi la crise sanitaire nous a fait prendre conscience de nos dépendances dangereuses extra-européennes, parce que la guerre qui s'est invitée, hélas, aux portes de l'Europe nous a également alertés, nous nous sommes emparés de ces sujets. Je dois dire que Thierry Breton, un expert du numérique, avait déjà engagé la réflexion sur un certain nombre de textes. Il n'y a eu pas moins de 5 textes au minimum qui ont été votés ou qui sont en passe d'être terminés de doter, qui sont encore dans le trilogue. C'est le cas de ce qu'on appelle le Data Governance Act, donc l'acte de gouvernance des données. Mais enfin, nous avons des textes permettant de réguler le marché numérique, qui s'appelle le DMA. Nous avons des textes permettant de réguler les services dispensés par les plateformes, le DSA, le règlement des services numériques en ligne, vient d'être voté l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, ce qui est une première mondiale. Il faut le souligner, nous sommes les premiers, et ça c'est une vraie avancée pour l'Europe, à réguler sur un sujet qui est très débattu, très controversé aujourd'hui et qui est un vrai défi. Et puis, nous avons, concomitamment à cela, eu un certain nombre de textes sur la cybersécurité, sur la résilience, et nous avons aussi adopté une charte des droits et des principes à l'ère du numérique, qui doit chapeauter en réalité l'ensemble, et puis un plan d'action à l'horizon 2030 qui s'appelle la boussole numérique. Et c'est dans ce texte que sont énoncés les grands enjeux en matière de politique industrielle. J'y reviendrai tout à l'heure puisque vous m'avez posé la question. L'industrie numérique est essentiellement américaine, la fabrication est souvent chinoise. Comment l'Europe pourrait faire naître une vraie industrie européenne du numérique? Il faudrait qu'elle en ait la volonté politique. C'est encore assez déficient, je tiens à le dire, mais c'est déficient dans l'ensemble des États membres, en France pour commencer, même si on a la Startup Nation plein la bouche. En réalité, alors que nous avons été à l'origine de la création de l'Internet avec Louis Pouzin, dans les années qui ont suivi, on ne s'est pas préoccupé du développement de l'écosystème et d'une industrie portant cet écosystème. Donc on a laissé les fameux GAFAM s'emparer de l'ensemble du marché et de l'ensemble, puisqu'ils agissent sur tous les secteurs, aussi bien sur les câbles, sur les centres de données, les logiciels de traitement des données, les plateformes, ils sont hébergeurs, ils sont éditeurs, ils sont tout. Donc, on a laissé se constituer une hégémonie dont on a mesuré la dépendance très dangereuse à la faveur de la crise sanitaire, je vous l'ai dit, mais aussi à la faveur de dysfonctionnements majeurs. En 2015, d'ailleurs, Edward Snowden nous alerte pour nous dire que les plateformes américaines sont source d'hypersurveillance et de vulnérabilité pour les Européens.
L'affaire Cambridge Analytica en 2016 nous alerte sur le fait que les Russes ont manipulé avec Facebook, la complicité de Facebook et de l'entreprise de gestion de données Cambridge Analytica, les élections américaines pour pouvoir faire élire Donald Trump. Et puis, il y a toutes ces cyberattaques permanentes, à la fois du réseau, mais également ces cybermalveillances, le harcèlement en ligne, la pédopornographie en ligne qui fragilise beaucoup nos jeunes. C'est un phénomène absolument désastreux. Il y a la désinformation qui fait partie de la guerre hybride aussi que nous livrent certains États étrangers qui ne veulent pas du bien à l'Europe. Donc, tous ces phénomènes nous ont amenés à prendre enfin conscience que, dépendant de technologies extra-européennes, alors vous avez cité bien entendu les Américains, je parle des plateformes, je ne couvre pas non plus les plateformes qui sont les entreprises privées avec l'État américain, pour lequel la nation américaine, nous sommes des alliés et les Normands que nous sommes savons ce que nous leur devons. Et d'ailleurs, ces plateformes, y compris aux États-Unis, sont plus fortes que l'État-nation lui-même, ce qui pose un vrai problème et ce qui pose d'ailleurs des réactions des antitrusts à juste titre. Mais il y a aussi les Chinois qui, eux, s'intéressent plus particulièrement bien aux infrastructures techniques, c'est le cas de Huawei, mais également à certains réseaux sociaux. Je pense à TikTok, dont on a démontré par une commission d'enquête au Sénat à quel point TikTok était dangereuse. D'abord parce que TikTok, c'est un algorithme extrêmement addictif pour les jeunes, avec une diffusion d'informations ou de mauvaises informations qui n'est pas forcément toujours fait pour tirer vers le haut, qui est fait pour, au contraire, abêtir, je n'ai pas peur des mots, notre jeunesse, nos populations occidentales. On notera que en Chine, par contre, TikTok est extrêmement contrôlé pour les enfants. Et TikTok, on le sait, est sous le joug du Parti communiste chinois. Donc, nous sommes au milieu, en quelque sorte, avec un degré de dangerosité un peu à nuancer, mais nous sommes au milieu de tout ça. Et donc, l'Europe aurait intérêt à faire valoir un modèle, comme le disait le président du Conseil européen, Charles Michel, un modèle qui, portant nos fondamentaux, de dignité, de respect des libertés individuelles, du respect de la vie privée, de respect du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, bref, toute une série de droits fondamentaux. L'Europe a intérêt, à travers non seulement sa réglementation, mais ça ne suffit pas, mais aussi sa politique industrielle, à se doter d'outils qui progressivement nous permettent de retrouver une autonomie stratégique. Ça, c'est tout à fait essentiel. Songez que nos infrastructures vitales, parfois en France, dépendent de technologies extra-européennes. Or, il faut savoir aussi que ces technologies extra-européennes, elles dépendent des lois de leur propre pays. Et ces lois de leur propre pays, elles ont une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent en Europe. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, les données des Européens qui sont traitées par de l'informatique en nuage, ce qu'on appelle le cloud, en bon anglais, eh bien, elles peuvent être à tout moment, sur requête de l'État fédéral, sur la base de la Federal Intelligence Surveillance Act, qui est une loi visant à lutter contre l'espionnage, eh bien, les données des Européens traitées par une entreprise américaine peuvent être à tout moment transférées donc à l'autorité fédérale américaine sans que le citoyen européen se voit notifié en quelconque façon ce qui est en train de se passer, sans qu'il n'ait non plus de possibilité de recours. Nous sommes liés par un accord de transfert de données des Européens vers les États-Unis, qui a été invalidé d'ailleurs à 2 reprises par la Cour de justice de l'Union européenne, pour montrer que, encore une fois, on ne sait pas ce que l'on peut faire de ces données. Or, les données, c'est l'or noir du numérique, c'est un actif stratégique majeur, d'abord pour notre développement économique, notre survie économique sur le territoire européen, mais c'est aussi et surtout le fonctionnement d'infrastructures vitales, de données éminemment stratégiques qui n'ont pas à être dévoilées au monde. Et donc, il y a là un sujet extrêmement aussi particulier à traiter. Et le défi, pour moi, la prochaine mandature pour l'Europe, va être dans le prolongement du Data Governance Act, qui est le texte qui est finalement en cours de discussion encore dans le trilogue, de veiller à la protection de ces données ultra sensibles. Il y a la question des données de santé. Vous savez que l'Europe prépare une plateforme des données de santé pour permettre, bien entendu, avec le big data, en quelque sorte, accroître et approfondir la recherche, permettre de
de guérir certaines maladies, on peut faire des choses extraordinaires en matière de progrès médical, mais aussi ces données, elles sont ultra sensibles parce qu'elles concernent le marché assurantiel, le marché prudentiel, donc ce sont des données qui sont très convoitées. On le voit en France avec Microsoft et notre plateforme des données de santé. Donc, il va falloir veiller à ce que ces données, qui sont ultra sensibles, ultra stratégiques, elles soient bien traitées dans toutes leurs dimensions, depuis leur hébergement jusqu'à leur traitement, par des clouds ou des logiciels souverains pour moi. C'est absolument essentiel. Et pour ce faire, il faut pouvoir approfondir la législation et énoncer ce que sont des données sensibles et du coup caractériser ce que doit être leur gouvernance, à qui peuvent-elles être confiées ou non. Voilà, c'est très important de le dire. Ce n'est pas encore le cas en Europe. On a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. Il faut le saluer. L'Europe est la première au niveau du monde à avoir posé un cadre à partir du RGPD, le Règlement général de la protection des données. Mais il faut aller encore plus loin. En fait, vous avez presque déjà répondu à la dernière question que je voulais vous poser. C'est finalement, que souhaitez-vous que fasse le Parlement européen lors de sa prochaine mandature? Alors, je souhaite qu'ils mettent en œuvre, au-delà de cet aspect très important des données sensibles qui, pour l'instant, est non traité, je souhaite qu'ils se dotent enfin d'une politique industrielle et des moyens législatifs pour la mettre en œuvre. Je vais m'expliquer. Dans le plan boussole numérique à l'horizon 2030 dont je vous ai parlé tout à l'heure, on énonce par exemple l'objectif pour les États membres d'atteindre la fabrication pour 20% des supercalculateurs dont nous avons besoin. L'idéal, ce serait 100%, mais on sait qu'il faut être réaliste et avancer petit à petit. Mais j'aurais aimé que dans ce plan, on soit beaucoup plus précis et que, par exemple, pour ce qui concerne le développement de l'informatique en nuage, le cloud, dont nous allons avoir de plus en plus besoin, c'est un marché potentiellement extrêmement prometteur. Nous avons mesuré avec le confinement l'importance du recours au stockage des données parce que tout simplement, nous avons dématérialisé notre quotidien, le télétravail, l'achat en ligne, le divertissement en ligne. Donc le recours au traitement de la donnée et du stockage de cette donnée par l'informatique en nuage, c'est extrêmement développé et est amené à continuer à se développer. Or, aujourd'hui, nous dépendons essentiellement d'AWS, Amazon, Google, Microsoft. Et pour la raison que je vous expliquais, les lois extraterritoriales, nos données, encore une fois, sensibles, elles ne peuvent pas être protégées, fondamentalement. Donc ça, c'est un marché. Il faut accompagner absolument nos clouders français et européens. Ils ne sont insuffisamment accompagnés aujourd'hui. On fait beaucoup d'autodénigrement en considérant qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Bien entendu qu'on a une forme de retard par rapport aux GAFAM, puisque nous n'avons rien fait pendant 20 ou 30 ans dans ce domaine, mais il n'est pas trop tard et nous avons des talents. Par exemple, en France, nous formons 50 000 ingénieurs chaque année. Plutôt que de les voir partir dans la Silicon Valley, essayons de les garder et au contraire d'encourager les entreprises à prospérer en France et en Europe. Alors, ça passe comment? Bien entendu, il y a l'accompagnement de la start-up, mais c'est le passage de la start-up à la plus grosse entreprise qui est essentiel. C'est là qu'il faut avoir des stratégies aussi de développement de capital risque et d'accompagnement financier. Mais il faut aussi et surtout faire ce qu'ont les Américains et aussi les Chinois ont fait au démarrage. C'est-à-dire qu'ils ont accordé une préférence affichée, revendiquée, à leurs propres entreprises dans les domaines aussi stratégiques, par exemple le domaine militaire. Il était hors de question de confier des données des entreprises étrangères. Donc, ils ont confié leurs données à leur propre entreprise. Eh bien, c'est ce qu'il faut que nous fassions en France. La plateforme des données de santé qui a été indûment confiée à Microsoft sans appel d'offres spécifique en France, qui est un véritable scandale, c'est le résultat du travail de M. Cédric O, qui est dénoncé par de nombreuses parties, à commencer par le Sénat. Et d'abord, il aurait dû avoir un appel d'offres. Ensuite, il aurait fallu encourager les entreprises qui étaient capables de se développer tout en commençant à traiter de cette donnée. C'est ça la stratégie. Et il faut encourager aussi la constitution de consortiums qui peuvent traiter de l'ensemble des missions afférentes aux objectifs de cette plateforme des données de santé. Donc, ça veut dire qu'il faut instaurer ce qu'on appelle un Small Business Act, c'est-à-dire qu'on accorde la préférence communautaire dans les appels d'offres à nos propres entreprises pour des motifs stratégiques, tout simplement, d'autonomie stratégique. On pourrait aussi imaginer un Buy European Act, c'est-à-dire un quota d'achat, de marché attribué
à, bien sûr, ces entreprises. Alors, pour ce faire, heureusement, Thierry Breton a facilité à travers le DMA, mais à travers aussi le Data Act, la possibilité qu'on soit moins dépendant de ces entreprises étrangères qui ont déjà mis la main mise sur tout ce marché. C'est très important parce que la nouvelle étape, on le voit bien, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins du traitement de la donnée par des algorithmes extrêmement sophistiqués. Donc, si on ne fait rien, on continue à alimenter toujours l'hégémonie des GAFAM, avec tous les risques que j'ai énoncés, lesquels GAFAM ont beaucoup pesé pour que nous ne légiférons pas sur l'intelligence artificielle, ou le moins possible, en tout cas, pas en faveur de la transparence, de la redevabilité. Donc, vous voyez que l'enjeu, il est très, très stratégique. C'est un enjeu même de civilisation, mais aussi d'autonomie. Tout simplement, nous sommes dans des guerres hybrides aujourd'hui. Nous sommes sur un terrain d'affrontement mondial. L'Internet est ainsi. C'est un enjeu de domination du monde par l'économie, la connaissance et donc des modèles de civilisation. Et donc, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer aux États-Unis. D'aucuns, à juste titre, et j'en fais partie, craignent le retour de M. Trump. Je rappelle que M. Trump, afin Cambridge Analytica, a été élu en 2016, en partie grâce aux manipulations des opinions par les Russes à travers la plateforme Facebook. Donc, on ne nous veut pas que du bien en Europe. Donc, sachons construire cette autonomie stratégique. Elle n'arrivera pas du jour au lendemain, mais il faut avoir une voie tracée. La réglementation, c'est un pilier. La politique industrielle doit être affirmée avec des modifications des règles de concurrence. Je viens de les énoncer. J'étais la première d'ailleurs en 2013 dans mes rapports à parler du Small Business Act, idée qui est beaucoup reprise aujourd'hui. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'éducation, la prévention, la formation, la montée en compétences numériques de tous pour savoir dans quel monde je me trouve, pour pouvoir prévenir aussi les attaques, les actes de malveillance et aussi savoir choisir les bons outils. On vous remercie beaucoup.